La place de la femme, c'est à la cuisine. Bonjour à tous, bienvenue sur le site des dialecticiens. Et bien une fois n'est pas coutume, je vais essayer de mettre en ligne cette vidéo pour le 8 mars, puisque c'est la fameuse journée de la femme. Ah non, 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 ça arrête tout de suite. C'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale du droit des femmes. C'est pas la même chose. Ah oui, alors là, si vous êtes féministe et que vous tombez sur cette vidéo, vous allez apprécier. Mais je sais pas si vous allez apprécier la suite. Voilà. Alors, on va parler effectivement des femmes et du féminisme. Pour moi, le 8 mars, effectivement, c'est une journée qui n'a aucun sens, puisque de toute façon, il y a des journées pour tout aujourd'hui, hein. Il y a des journées même du poil au cul. Enfin, voilà. Désolé pour ma vulgarité. Non, mais voilà, je veux dire, il y a des journées pour tout et n'importe quoi. Et, enfin, il n'y a jamais la journée de l'homme hétéro cisgenre, vous voyez. C'est toujours, parce que nous, bah, c'est toute l'année notre journée, puisqu'on s'en prend plein la figure tous les ans, partout, tous les féminismes, les LGBT, tout ce que vous voulez, enfin bref, on va en reparler. Alors, le féminisme, on va commencer déjà par donner une définition pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que moi j'aime bien toujours définir les mots. C'est toujours important de voir l'étymologie, d'avoir une définition claire de ce dont on parle. Le féminisme, en réalité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une idéologie. Et j'ai déjà longuement parlé des idéologies. Vous savez que moi, en tant que dialecticien, mon rôle, c'est d'aller au-delà des idéologies, d'essayer de dépasser les cadres idéologiques. Et le féminisme, c'est clairement aujourd'hui une idéologie qui est féminocentrée, c'est-à-dire voilà, centrée vraiment sur la personne de la femme, qui tente de donner à celle-ci un statut de victime historique, en lui donnant donc une lecture qui est pseudo-marxiste. Hein, ça tombe bien parce qu'ici on fait de la lecture marxiste. Mais là elle est pseudo-marxiste. Pourquoi elle est pseudo-marxiste? Parce qu'elle considère que la femme serait une sorte de prolétariat, qui serait donc dominée par une classe dominante qui serait les hommes. Or, ça n'a aucun sens de considérer le sexe comme une classe. Vous voyez, le marxisme a toujours montré qu'il n'y a que deux classes antagonistes, qui sont ce qu'on appelle la bourgeoisie, le prolétariat. En tout cas, c'était les noms qu'elles avaient à l'époque de Marx. Et en réalité, c'est voilà, c'est ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui justement travaillent avec ces moyens de production. Alors, et donc c'est la question de l'exploitation, on dit bien de l'homme par l'homme, vous voyez. C'est pas de l'homme sur la femme. La femme ne peut pas être considérée comme une classe à part entière, puisqu'effectivement vous trouvez des femmes dans les classes bourgeoises et des femmes dans les classes prolétaires. Donc je dis rien que justement décrypter vraiment la lecture marxiste montre bien que toute cette idéologie féministe s'effondre d'elle-même déjà. Donc je pourrais arrêter la vidéo là, puisque je vous montre bien que le féminisme est une invention, une pure invention, une pure fantasmagorie qui n'a aucun sens en plus. C'est même pas... je veux dire, si on avait fait un roman de science-fiction sur le féminisme, ça n'aurait même pas pu tenir, vous voyez, parce que c'est même pas être de la science-fiction, je veux dire, acceptable, vous voyez. Donc c'est délirant de A à Z. Voilà, donc le féminisme aujourd'hui est donc une idéologie qui veut substituer la lutte de classe à la lutte des sexes. Et elle y arrive dans une certaine mesure. Voilà, et elle va même plus loin, parce que certaines féministes aujourd'hui défendent ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes. Donc là, on est vraiment dans les militants de l'extrême gauche, hein, les gauchistes, qu'on appelle aussi, qui eux sont vraiment dans le fait que, en gros, c'est le fameux prolétaire de tout pays, unissez-vous, que les féministes ont traduit en oppressé de tous les pays. Du coup, c'est pas seulement les femmes ou de toute forme d'oppression qu'on invente, c'est-à-dire en réalité tout ce qui va être en marge de la société ou d'une société donnée va être assimilé aux femmes. Alors que les femmes ne sont pas à la marge de la société, les femmes elles sont au cœur, au contraire. Et ça il faudrait faire une vidéo là-dessus, rien que pour en parler, pour le démontrer à travers l'histoire que la femme est bien au cœur de la société, mais elle va s'associer aux marges, c'est-à-dire à tout ce qui est minorité ethnique, religieuse, tout ce qui est aussi LGBT, c'est-à-dire personnes qui ne sont pas dans la norme dominante. Effectivement, oui, dans n'importe quelle société, quelqu'un qui n'est pas hétérosexuel, forcément, n'est pas dans la norme, puisque toute société est formée sur le rapport homme-femme, sur le couple homme-femme,
et donc parce que c'est ce qui est la base de la reproduction. Donc forcément, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là va être considéré comme à la marge. Et les femmes vont s'associer à ces marges-là alors qu'elles n'en sont pas. Donc en réalité, cette idéologie qui ne tient pas la route, comment elle a fait pour faire le chemin qu'elle a fait, parce qu'aujourd'hui le féminisme c'est quand même pas rien, il y a une certaine influence, et cette influence, elle vient du fait que l'idéologie, comme j'ai déjà montré, l'idéologie au départ ce sont des religions. Les premières idéologies ce sont les religions. Et si on regarde bien, chaque idéologie, à un moment donné, a un fonctionnement religieux, et comme toute religion, a ses fanatiques. Et effectivement, la fanatisation du féminisme lui a permis de progresser, parce que le féminisme restait, si vous voulez, dans les années 70, on avait déjà un féminisme qui était important, influent d'une certaine mesure, mais on avait déjà l'impression que ce féminisme était en train d'avancer à grands pas. Mais en réalité, il était cantonné à certains cercles. Et pour qu'effectivement il se développe un peu plus dans la société, il a fallu en faire une religion fanatisée. Et effectivement, aujourd'hui, donc c'est une idéologie vraiment religieuse. Idéologie religieuse, c'est un pléonasme, puisque toute idéologie est une religion, en réalité. C'est pour ça qu'on essaye d'aller au-delà, nous, en tant que dialecticiens. Et on a été jusqu'à des folles de Dieu, quoi, qui a donné par exemple les fémènes. Les fémènes, ce sont des féministes hystériques fanatisées. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques de ce féminisme. Alors, le féminisme revendique une forme d'égalité des sexes. Alors, une égalité déjà légale, donc sur le plan de la loi, et une égalité de traitement en général dans la société. Le problème, c'est que l'égalité légale, de fait, aujourd'hui, elle existe, hein, puisque il y a effectivement... on ne peut pas dire que sur le plan légal, la femme ne soit pas l'égale de l'homme. Hein. Je ne vois pas en quoi ce ne serait pas le cas. Et puis l'égalité de traitement, alors on parle souvent de la question des salaires, mais le problème c'est qu'on nous sort souvent des études en disant que les femmes gagnent moins que les hommes. Le problème c'est qu'on ne tient pas compte du fait que la femme, par justement sa particularité sexuelle, c'est-à-dire le fait qu'elle enfante, eh bien, elle choisit parfois, donc c'est pas subi, c'est souvent choisi, de travailler à mi-temps pour pouvoir consacrer une partie de son temps, tout en continuant à travailler, à l'éducation de ses enfants. Mais jamais on parle du fait que justement, la femme soit obligée de continuer à travailler et de ne pas pouvoir s'occuper suffisamment de ses enfants, parce qu'en réalité, faut pas se raconter de bêtises, ce sont les femmes qui aiment en général rester avec les enfants, pas les hommes. Je parle bien de généralité. Voilà. Même si on voit de plus en plus ce qu'on appelle les papas gâteaux, ce qui est assez inquiétant parce que l'homme normalement dans sa génétique profonde n'aime pas passer du temps avec les enfants. D'ailleurs, il y a quelque chose de crypto-pédophile là-dedans, dans les hommes qui aiment les enfants. Je suis en train de dire des trucs vraiment là qui... Je tremble de ce que je suis en train de dire là. Malheureusement, c'est la réalité, mais bon, c'est des réalités qu'on n'a pas trop le droit de dire aujourd'hui parce que c'est des sujets extrêmement sensibles, surtout en ce moment. Mais normalement, l'homme n'est pas... je ne dis pas que l'homme n'est pas censé aimer ses enfants. Mais vous regardez la nature, vous regardez les mammifères comme nous, généralement. Je dis généralement, les hommes, ils font crac-crac et puis ils s'en vont, quoi. Bon, on va essayer de dire les choses simplement. Voilà. Bon, l'homme civilisé n'est pas comme ça. L'homme civilisé, il y a la question du couple qui le cimente. Et donc, dans notre société, dans nos sociétés civilisées, humaines, normalement, l'homme, il est censé être celui qui va travailler et qui va nourrir le foyer, qui part pour aller chercher, vous savez, c'est depuis nos lointains ancêtres préhistoriques, c'est l'homme qui va chercher la nourriture, qui la ramène au foyer, et c'est la femme qui est au foyer avec les enfants. Et cette représentation-là, aujourd'hui, on veut la casser, c'est ce que présentent aussi les féministes, qui sont dans la négation de l'homme et de la nature, qui va très loin puisqu'elle va jusqu'à l'indifférenciation des sexes. Parce que qu'on revendique une certaine égalité de traitement, moi je veux bien, mais le problème, c'est que, déjà je vois pas où est l'inégalité de traitement, parce que moi j'ai grandi dans ce monde-là, soi-disant patriarcal, je suis né dans les années 80 quand même, donc il y a une certaine époque, et je vois pas où est cette inégalité de traitement. Moi j'ai toujours grandi de manière tout à fait inconsciente avec l'idée, et d'ailleurs j'ai eu tort, et je me suis rendu compte en grandissant, de considérer que la femme était l'égale de l'homme. J'avais même tendance à me comporter avec des filles
comme avec des garçons. Et j'ai compris plus tard que c'était une grave erreur. Et que c'est comme ça d'ailleurs d'ailleurs, je veux dire, tous les gens, à un moment donné, tous les adolescents s'en rendent compte. Euh, à un moment donné, si tu traites une fille qui te plaît comme si c'était ton ou ta pote, tu vois, ben ça marche pas. Tu n'arrives pas à la conquérir. Et on voit bien et on comprend pas pourquoi, quand on est jeune et naïf, on comprend pas pourquoi la fille elle aime aller avec le plus gros connard du collège ou du lycée. Vous voyez, bah, c'est parce qu'elle fonctionne comme ça psychologiquement. Mais le problème c'est que de l'autre côté elle refuse de l'admettre. Mais la réalité est là, c'est que la femme, elle aime se soumettre à l'homme le plus, qui a l'air en tout cas, enfin le mâle dominant, quoi. Vous voyez, pas celui qui est le bon ami, gentil, etc. et prévenant. C'est le grand drame, c'est la grande tragédie que vit un homme et qui se rend compte à un moment donné dans son adolescence, à part si c'est vraiment un connard déjà à la naissance, mais bon, voilà, il se rend compte donc que ça marche pas comme ça. Alors, je sais, c'est pas, voilà, je dis pas ça pour dénigrer les femmes ni rien du tout. Je vous dis, ouais, moi c'est l'expérience qui m'a fait comprendre que ça marchait comme ça. Et encore une fois, on parle de généralité. Toutes les femmes ne se valent pas, évidemment. Mais ça, c'est pareil, les féministes ne font pas de distinction. Les féministes sont, bah, comme souvent les femmes, égocentrées. C'est-à-dire elles ont l'impression que toute femme doit avoir le même destin et le même schéma de pensée qu'elle-même. Et après, elles se plaignent que les hommes parlent à la place des femmes. Mais peut-être que toi-même, déjà, tu parles à la place des femmes en général. Tu vois, le problème est là, déjà. Voilà. Alors donc, je disais que toutes ces dérives extrémistes aujourd'hui du féminisme bah, nous mènent vers toute cette idée d'indifférenciation des sexes, donc de théorie du genre, qui est à la mode en ce moment, alors là, depuis quelques jours. Ça n'arrête pas, tous les jours à la télé, il y a un reportage sur ce sujet. Et on voit toujours les mêmes en plus. Comme s'ils étaient que quelques-uns. Vous savez, les transgenres, là, ils étaient que quelques-uns en France. Et puis vous avez toujours la petite Lily, là, enfin le petit ou la petite, hein, le petit garçon là, blond aux yeux bleus, là, qui est devenu une petite fille, et qui est tout fier, et que sa maman aussi est toute fière. Et puis voilà, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Les adultes aussi, c'est toujours les mêmes qu'on voit dans tous les reportages. Peut-être parce qu'ils passent bien, ou parce que voilà, ils sont bien dans l'idéologie, cette idéologie dominante qui veut nous faire accepter cette idée qu'il n'y a pas de genre, qu'il n'y a plus de sexe, et donc qui va rendre de fait le féminisme lui-même caduque. Puisqu'à un moment donné, si on nie la différenciation des sexes, ben on nie même le féminisme. Puisque à un moment donné, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Donc ça va être un nouvel ordre qui va renverser l'ancien de toute façon. Mais les féminismes vont vite devenir dépassés. Donc on est dans une négation de façon de l'homme et de sa nature en général, qui n'est pas un phénomène nouveau, qui est un phénomène très ancien en réalité. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose, on dit, on abat un patriarcat qui est là, qui domine depuis des siècles. Non, c'est pas vrai. Ces idées-là, elles ont toujours existé, elles sont toujours revenues de manière périodique dans l'histoire. On se rend compte, vous regardez déjà l'Antiquité grecque, on se rend compte que tout ce qui était trouble, on va dire, trouble de l'identité de genre, comme ça, hein, ça existait déjà dans l'Antiquité. Il y avait déjà des formes d'homosexualité qui à un moment donné ont été acceptées. Dans les cités grecques, à un moment donné, on acceptait l'homosexualité. Et puis c'était devenu même une espèce oui, presque de norme. Et à un moment donné, ça a même allé jusqu'à la pédophilie, où il y avait des hommes de 30 ans qui pouvaient se marier avec des petits garçons de 6 ans ou 7 ans, et qui vivaient ensemble, et qui copulaient, et qui voilà. Donc c'était devenu quelque chose de banal, et c'est devenu tellement banal qu'à un moment donné, c'est marrant parce que ça arrive toujours au moment où les sociétés commencent à s'effondrer. Et donc vous avez eu plein de civilisations dans tous les continents d'ailleurs, hein. Alors, enfin, je sais pas, je connais moins les civilisations asiatiques, par exemple, orientales, ça je connais moins. Mais par contre, je sais que dans les civilisations, par exemple, précolombiennes, hein, vous avez eu tous ces phénomènes-là qui sont apparus. Vous avez eu même des tribus qui pouvaient paraître encore primitives, etc., mais qui n'étaient plus vraiment en réalité, puisqu'à partir du moment où ils ont franchi ce seuil-là, elles sont plus. Ou la pédophilie, l'inceste, enfin toutes les dérives sexuelles les plus... ou même la pratique sexuelle, même la plus dépravée, était au centre de la société, bah c'est eux qui se sont fait dérouiller par les Espagnols quand ils sont arrivés, hein. Les Aztèques, ils étaient dans une autre forme de dégénérescence, avec les sacrifices humains et tout ça. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une négation de l'homme et de sa nature, et dans une dégénérescence totale, où l'homme perd tous ses instincts,
au profit d'une autodestruction, d'une espèce d'autodestruction de soi. Et on voit, hein, l'autodestruction, elle est plus que symbolique chez les transgenres. Parce que vous avez par exemple la petite Lily, c'est effrayant de voir un petit phénomène de foire là, de 8-9 ans qui vous dit je veux me faire enlever mon pénis. Donc là, on est dans une automutilation, autodestruction, qui est tout à fait ce qu'on a pu observer dans toutes les sociétés dans l'histoire qui ont fini, qui étaient dans les premiers signes de leur autodestruction et donc de leur disparition. Et ça, je parle souvent aussi de ce sujet-là, mais les Espagnols, les conquistadors espagnols qu'on accuse toujours d'avoir génocidé les Indiens, ils ont juste accéléré le processus. Hein. Ils les ont juste fait disparaître plus vite. Hein. Voilà, c'est pas... ils ont fait disparaître leur civilisation, ils n'ont pas génocidé, ça c'est un autre sujet, mais bon, voilà. Mais ils ont accéléré, voilà, le processus d'effondrement de ces civilisations. Et de toute façon, toute civilisation qui commence à rentrer dans ces paradigmes-là, il est dans un effondrement total. Alors oui, vous allez me dire, mais non, la pédophilie, voilà, c'est pas accepté encore dans la société. Mais ça va venir. Ça va venir. Oui, aujourd'hui, il y a Duhamel, machin. Parce que Duhamel, avec son air comme ça, très bonhomme, etc., il incarne ce patriarcat que les féministes n'aiment pas. Mais regardez chez les femmes. Est-ce que vous avez vu, dans tout ce mouvement hashtag MeToo inceste là, est-ce que vous avez vu une femme, est-ce que vous avez vu une seule femme être accusée d'inceste? Pourtant, qui est le plus avec les enfants? C'est les hommes ou c'est les femmes? Qui le plus souvent choisit de s'occuper des enfants à la maison? C'est la femme. Qui aujourd'hui est le plus dans les métiers de l'enfance? Ce sont les femmes. Les instituts, de plus en plus, on voit des femmes. Tout ce qui est infirmière scolaire, voilà, tout ce qui est dans les puéricultrices, etc., tout ce qui est nounou, voilà, ce sont les femmes. Et les femmes, effectivement, elles ont un grand amour des enfants, beaucoup plus que l'homme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais pourquoi? Parce que c'est leur instinct maternel qui leur dicte ça. Le problème, c'est que maintenant, il y a une dégénérescence de l'instinct maternel aussi, qui fait que les femmes sont de plus en plus incestueuses, et bien plus que les hommes. Aujourd'hui, c'est normal que les femmes, elles aiment bien, ça c'est inscrit dans leur gène, et c'est quelque chose de bien que les femmes, elles aiment bien tripoter les bébés, enfin les caresser, leur faire des bisous, etc. Ça c'est bien, c'est normal, c'est sain, parce que ça permet c'est un vieux mécanisme qui s'est ancré en l'homme, parce que ça permet de stimuler le système nerveux. Voilà, c'est ça que je cherchais, de stimuler le système nerveux. Donc c'est quelque chose de nécessaire même. Mais on voit dans des comportements, y compris même chez les enfants, parce que ça c'est quand ils sont bébés, mais quand ils sont plus grands, on voit des comportements chez les parents, chez les mères de famille, qui sont des comportements très incestueux. Et ces femmes-là, c'est les premières après à râler contre des Duhamel, alors qu'elles ont des comportements... Alors, c'est pas... elles n'ont pas les moyens de pénétrer un enfant comme Duhamel. Hein, je m'excuse de l'image, mais bon, on va dire les choses clairement. Mais par contre, il y a des trucs qu'on voit, et moi je le vois autour de moi, j'ai des tas d'exemples, où des femmes ont des comportements incestueux avec leurs enfants. Des petits bisous mal placés, des caresses mal placées, à des enfants qui ont déjà un certain âge parfois. Vous voyez? On voit ces choses-là. Voilà. On voit ces choses-là surtout chez les jeunes mères de famille aujourd'hui. Pas chez les plus anciennes, surtout chez les jeunes. Et pour moi, c'est un phénomène très inquiétant. Et j'ai l'impression qu'on ne le voit pas, ou qu'on n'a pas le droit de le voir. Que là, c'est le tabou. Parce qu'on dit souvent l'inceste, c'est le tabou. Non, il n'est pas tabou quand c'est un homme. Il est tabou quand c'est une femme. Parce qu'un homme, il n'est pas tabou. Au contraire, vous voyez toutes les dénonciations qu'il y a en ce moment. Je pense que certaines sont calomnieuses. Alors, Richard Berry, je ne sais pas si c'est vrai. PPDA non plus. Bon, Duhamel, en tout cas, lui, il l'a pas nié, donc c'est sûrement vrai. Mais et là, on s'attaque parce que là, on est dans on va dire, dans des trucs qui sont... En PPDA, c'est pas une histoire d'inceste, je crois. C'est juste une histoire de main aux fesses, enfin, avec des collègues, etc. Donc c'est pas la même chose. Mais pourquoi je mets sur le même plan de l'histoire de féminisme, je parle d'inceste? Parce que c'est lié à toute cette dégénérescence à laquelle le féminisme participe. Et encore une fois, je le dis, ce féminisme aujourd'hui sert à cacher des comportements de femmes qui peuvent être pédophiles ou incestueux. Et comme ce sont des femmes, on ne le voit pas ou on ne veut pas le voir. Mais ça existe. Donc aujourd'hui, on peut dire déjà la pédophilie,
étant déjà toléré pour les femmes, et puis je parlais aussi de tout le lobby LGBT qu'il y a derrière qui participe à tout ça, eh bien, demain, on va avoir une pédophilie qui va être acceptée. Elle est déjà acceptée pour les femmes. C'est déjà le cas. Les femmes ont le droit d'être pédophiles et incestueuses. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une grande intellectuelle, entre guillemets, mais je vais pas dire son nom parce que j'ai essayé de retrouver, j'ai pas retrouvé la citation. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire son nom. Et si on a en commentaire qui le savent, qui va prendre la responsabilité de le dire, qu'il le fasse. Vous voyez, je prends des précautions parce que je ne prends pas la responsabilité de dire des choses, donc je n'ai pas pu revérifier. Mais en tout cas, j'avais vu ça à un moment donné. Donc cette grande intellectuelle, entre guillemets, française, qui a dit qu'une bonne mère doit être une mère incestueuse. Vous voyez, donc, aujourd'hui, c'est la norme. Donc le pédophilie et l'inceste est déjà aux normes de la société. Seulement, mais que pour les femmes, les hommes n'y ont pas le droit. Vous voyez. Alors, maintenant, on va terminer sur les féministes, on va dire qui sont les féministes. Alors, historiquement, les féministes sont des bourgeoises, hein, c'est dans la bourgeoisie que c'est né. Ça repose sur le mensonge de la femme n'ayant jamais travaillé, puisque ça, c'est encore une fois, c'est un mensonge que les féministes, c'est un des principaux mensonges des féministes aujourd'hui, c'est de faire croire que la femme n'a jamais pu travailler, elle a toujours été assignée au rôle de mère à la maison. Ce qui est totalement faux, puisque, je vous dis, le féminisme est né dans les milieux bourgeois. Ça, Alain Soral l'avait très bien démontré d'ailleurs. Il avait très bien expliqué que c'était dans les milieux, au XIXe siècle, la femme bourgeoise est une femme, une administratrice de maison, mais en réalité, elle n'administre rien, elle ne faut rien, puisque elle a souvent des femmes qui travaillent, justement, des femmes plus pauvres qui travaillent à son service. Et donc, ne foutant rien et s'emmerdant, elle rêve de... Elle voit son mari qui est très actif, qui est directeur des usines, machin, etc. Et ben elle dit, moi aussi j'aimerais bien être directrice, voilà. Donc elle se met à rêver d'une situation comme ça. Et puis c'est comme ça qu'elles se regroupent autour d'un petit thé, et puis qu'elles se disent, ben, on va créer une organisation féministe. Voilà, c'est comme ça que les premières, les suffragettes, tout ça, c'était des femmes bourgeoises, c'était des femmes de la bourgeoisie. Hein, d'accord, donc ça n'a jamais un lien avec le prolétariat, avec ceux qui étaient vraiment oppressés. Et donc, le problème, c'est que pourquoi on a cette représentation de la femme au foyer, etc. Mais ces représentations-là, c'est celle qu'on a gardée des 30 Glorieuses, qui est une séquence historique très courte. Vous prenez les 30 Glorieuses, ça n'est que la transposition, l'américanisation de des sociétés européennes, hein, qui a transposé l'American Way of Life, qui est né dans les années 20, avec la femme au foyer, avec la machine à laver, le machin, etc. Alors désolé, petite interruption, parce que j'ai un petit souci de batterie. Je reprends la vidéo, désolé pour la luminosité qui n'est pas terrible, mais c'est juste pour terminer la vidéo. Voilà, donc de toute façon, j'ai pas grand-chose. Je parlais donc du féminisme bourgeois, hein, qui s'est développé d'abord, et puis ensuite de la représentation qu'on a eue de la femme n'ayant jamais travaillé, mais qui en réalité était le cas de la femme bourgeoise du 19e siècle. Et pourquoi on a cette représentation-là? Parce que dans les 30 Glorieuses, on a eu effectivement la généralisation de ce système où la femme était au foyer et l'homme travaillait, parce que l'homme, même l'ouvrier, avait un salaire suffisant pour faire vivre le foyer. Et donc la femme pouvait rester au foyer, s'occuper des enfants, et la plupart des femmes étaient épanouies comme ça, parce que la femme aime être au contact des enfants, en général. Voilà, sauf effectivement exception. Mais en général, la femme après, elles aiment bien aussi travailler, voilà, mais elles aiment avant tout, ce qu'elles préfèrent, c'est surtout être au foyer avec les enfants. Et donc, si vous voulez, ce système-là a fonctionné, et puis à un moment donné, la femme est obligée de travailler par la force des choses, simplement parce que l'homme ne gagnait plus assez. Et la crise structurelle dans laquelle nous sommes depuis la fin des 30 Glorieuses fait que maintenant, toute femme est obligée de faire des études, de travailler, etc. Voilà. C'est le système qui est comme ça. Et c'était le cas avant les 30 Glorieuses. Parce qu'avant les 30 Glorieuses, la plupart des gens vivaient, avant l'exode rural, tout ça, vivaient à la campagne. Et à la campagne, tout le monde mettait la main à la pâte. C'est-à-dire que même les enfants, à partir de l'âge de 10 ans, ils allaient travailler dans les champs. Parce qu'il fallait que tout le monde travaille, il fallait qu'on produise suffisamment pour pouvoir se nourrir. Et après, même dans l'époque industrielle, où les gens quittaient les campagnes pour aller travailler dans les usines, tout le monde allait travailler. Sauf bon, quand la femme avait un bébé, bah là, effectivement, le patron, il y avait ce qu'on appelait le système, justement, qui s'appelait pas patriarcal, mais il avait un autre nom qui ressemblait.
Bref, j'ai plus le nom en tête, c'est Patrick quelque chose aussi, ouais. Et qui donc mettait en place ce système où il pouvait aider un petit peu financièrement. Il y avait tout un système de prise en charge, etc., pour permettre aux femmes de procréer, donc de faire de futurs ouvriers, et en même temps de pouvoir s'occuper des enfants tant qu'ils sont petits. Et puis ensuite, bah, dès que les enfants étaient grands, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient travailler aussi. Il y avait le travail des enfants, il a été réglementé petit à petit, hein, mais au départ, les enfants pouvaient travailler. À partir d'un certain âge, voilà, ils pouvaient aller travailler, et ça permettait au foyer de gagner suffisamment. Et la femme n'était pas obligée de travailler pour ça, mais parfois elle allait travailler aussi. Donc, je veux dire, le travail des femmes n'était pas interdit, vous voyez. Simplement, c'est en fonction des circonstances au fil de l'histoire que les femmes ont travaillé ou pas. Vous voyez, c'est uniquement la nécessité à un moment donné qu'il a mise en place, c'est tout. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus en disant que ce mouvement dialectique donc féministe de la bourgeoisie est à l'avant-garde en tant que classe dominante, puisqu'on revient à la vraie classe dominante qui est la bourgeoisie, et qui a engendré ce féminisme. Donc, quel est le but en réalité? Le but, c'est de créer de nouveaux segments de marché. Et là, encore aujourd'hui, le féminisme, en s'associant à l'intersectionnalité des luttes et donc à d'autres luttes comme LGBT, migrants, etc., a engendré de nouveaux segments de marché qui vont le rendre elle-même caduque. C'est-à-dire que le féminisme, vous allez voir que maintenant, même les mouvements LGBT vont devenir anti-féministes. Ils le sont déjà de manière inconsciente, mais ils vont le devenir de manière plus claire. Je pense dans les temps qui viennent, il va y avoir des tensions entre d'un côté les mouvements féministes, on va dire féministes traditionnels, et les mouvements LGBT, parce que les mouvements LGBT vont rendre les mouvements féministes caduques. Ils sont déjà en voie de ringardisation, les féministes. Donc posez-vous la question. C'est vraiment, je pose vraiment le débat de manière ouverte à tous les gens qui sont sensibles à ces questions du féministe, voire qui sont militants ou militantes, voilà, de ces questions-là. Voilà, vous allez vous faire, à un moment donné, ringardiser, voire même bourgeoiser, hein, embourgeoiser, voilà, par les nouveaux segments de marché, notamment maintenant toutes ces idéologies transgenres qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, tout ça, de toute façon, ça va amener à un effondrement, mais je pense que le monde occidental, de toute façon, il se sera effondré avant que tout cela mette en place. Alors après, qu'est-ce que ça va donner derrière? De toute façon, il vaut mieux que le monde occidental s'effondre, parce que si ça prend vraiment à l'échelle planétaire, et c'est vrai qu'avec la mondialisation, c'est le risque, demain, ce sera le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Hein, j'ai lu ce livre il n'y a pas longtemps, parce que j'avais lu 1984, qui est un peu dans la même veine, mais chez Huxley, il y a une dimension en plus. Voilà, les deux se complètent bien. Et c'est vrai que dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, je vous invite à le lire. C'est vraiment un bouquin qui décrit un monde dans lequel on a été jusqu'au bout de cette logique. Même s'il n'y a pas trop encore le LGBT et tout ça dedans. Il n'a pas pris en compte ça. Mais par contre, la question de la pédophilie, la banalisation de la pédophilie, elle est dedans. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, soit le monde occidental se sera effondré, soit il y aura le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Je préfère l'effondrement du monde occidental. Mais il faut à côté quand même construire quelque chose qui puisse nous permettre de résister à cela ou de reconstruire quelque chose après effondrement, vous voyez. Et pour ça, il faut que nous soyons, nous personnes, un petit peu éveillés à tout ça, les braises d'une reconstruction possible. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir, il faut transmettre toutes ces idées-là, il ne faut pas hésiter à débattre malgré effectivement tout ce qu'on se prend dans la gueule, hein, voilà. Et même en faisant des vidéos, moi je risque plein de problèmes, mais il faut le faire. Il y a des gens qui doivent le faire, c'est le travail ingrat, mais on le fait. Voilà, on le fait parce que derrière, il faut reconstruire derrière l'effondrement. Après, bon, l'effondrement du monde occidental, peut-être qu'on aura aussi l'effondrement même global. Parce que je pense pas qu'on ira jusqu'à tout ce que dit Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. Même le monde d'Aldous Huxley va s'effondrer, si vous voulez. Et voilà.
Et de toute façon, là, c'est pareil. Il faudra, est-ce qu'on va reconstruire la même chose ou est-ce qu'on va construire quelque chose qui empêchera toute la dégénérescence qu'a produit le capitalisme à travers des siècles. Vous voyez, la question est là, voilà, et elle est soumise à débat. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, de manière courtoise bien sûr, à me dire, à faire vos remarques, à répondre, voilà, ou à alimenter ce que je dis. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma page Twitter. Pour l'instant, bon, je tweete pas trop dessus. Mais allez vous abonner déjà sur ma page Twitter. Alors c'est page personnelle, hein, j'ai mis le lien en description, il y a mon nom et mon prénom personnel. Hein, je le rappelle, c'est pas le dialecticien. Et allez voir un petit peu, puis comme ça vous pourrez voir des réactions, on va dire, plus journalières à l'actualité. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.